Combien de joueurs dans l'histoire du football peuvent en dire qu'ils n'ont pas seulement joué pour le plus grand club du monde, mais qu'ils ont changé à jamais la manière de comprendre un poste? Combien peuvent affirmer qu'après eux, le rôle n'a plus jamais été le même? Très peu, comptable. Et l'un d'eux est brésilien, Roberto Carlos. Roberto Carlos n'était pas un arrière-gauche, il était une anomalie, une exception devenue la norme. Un joueur apparu à une époque où les latéraux défendaient et qui a choisi d'attaquer. Quand les latéraux restèrent derrière, lui avançait. Quand les latéraux soutenaient, lui dirigeait. Il est arrivé au Real Madrid en 1996 avec un pied gauche impossible, une présence physique massive et une conviction qui ne demandait aucune permission. Il est né à Garça, à l'intérieur de l'État de São Paulo, loin du bruit, loin du glamour, loin de l'Europe. Mais dès l'instant où il a posé le pied à Madrid, il a rapidement compris où il se trouvait. Le Real Madrid n'attend pas les processus. Il ne protège pas les promesses. Il exige un impact immédiat. Et Roberto Carlos a eu un impact dès le premier jour. 11 saisons, 11 années d'exigence constante, 527 matchs officiels, 69 buts depuis un poste où en marquer 10 était déjà extraordinaire, 13 titres, 3 Ligues des Champions. Mais tout cela n'est que du contexte. Le véritable poids de son histoire réside dans l'époque qu'il a traversée. Car pendant que Roberto Carlos déchirait le couloir gauche du Bernabéu, pendant qu'il débordait, frappait des coups francs impossibles et laissait ses poumons à chaque montée, le football lui-même entrait dans une nouvelle dimension. Une dimension marquée par deux noms qui ont tout défini, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cristiano est arrivé au Real Madrid, alors que Roberto Carlos était déjà une référence incontestable, un capitaine émotionnel, un leader naturel. Et malgré cela, dès la toute première séance d'entraînement, Roberto Carlos a compris que ce garçon venait changer quelque chose. Non pas à cause de ce qu'il faisait avec le ballon, mais à cause de la manière dont il se comportait sans lui. Cristiano s'entraînait différemment, il respirait différemment, il marchait différemment. Chaque exercice était une compétition, chaque répétition, une bataille. Si l'entraînement était léger, il le rendait intense. Si l'exercice se terminait, il continuait. S'il gagnait, il ne souriait pas. Il pensait à ce qu'il pouvait améliorer. Souvent, Roberto Carlos l'observait et se posait toujours la même question. Contre qui ce type est-il en compétition? Et la réponse était claire, contre lui-même. Cristiano n'avait pas besoin de rivaux extérieurs. Il était sa propre limite. Les buts ont commencé à arriver en quantité absurde. Des saisons qui brisaient toute logique historique. 50 buts, 55, 60, année après année. Des records qui duraient des mois, parfois des semaines. Ça n'existe pas, dit Roberto Carlos. Le meilleur buteur de l'histoire d'un championnat marquait 25 buts. Et ce type doublait ça. Et le plus dérangeant, ce n'était pas qu'il le fasse une fois, c'était qu'il le répétait. Sans baisser de niveau, sans se relâcher, sans excuses. Cristiano a transformé l'obsession en méthode. Dormir, manger, s'entraîner, répéter. Tout était aligné, tout avait un but. Ce niveau d'exigence s'infiltrait dans le vestiaire. Il n'avait pas besoin de parler. Sa simple présence élevait le niveau. S'il s'entraînait comme ça, tu ne pouvais pas t'entraîner à moitié. Il n'y avait pas de place pour le confort. Soit tu élevais ton niveau, soit tu étais exposé. Mais tandis que le Real Madrid vivait aux côtés de cette machine de précision, de l'autre côté d'El Clasico se trouvait quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui ne criait pas, quelque chose qui ne s'imposait pas physiquement, quelque chose qui n'avait rien à prouver. Lionel Messi. Roberto Carlos l'a affronté à plusieurs reprises, avec le Real Madrid, avec la sélection brésilienne. Et chaque match contre Messi fut une expérience différente de tout ce qu'il avait vécu. Avec Messi, il n'y avait pas de plan, avoue-t-il. Tu pouvais étudier des vidéos, préparer toute la semaine, parler lors de la réunion tactique, mais sur le terrain, c'était autre chose. Ce qui perturbait le plus, ce n'était pas le dribble, ce n'était pas la vitesse, c'était le temps. Messi semblait jouer à un autre rythme. Il marchait, il se cachait, il passait de longues périodes sans toucher le ballon. Et soudain, d'un seul geste, il faisait exploser tout le match. Pour un joueur aussi rapide et puissant que Roberto Carlos, c'était exaspérant. Je partais plus tôt, et malgré tout, j'arrivais en retard. Messi semblait penser un coup à l'avance sur tout le monde, parfois deux. Quand tu décidais d'intervenir, il avait déjà décidé de partir. Roberto Carlos a tout essayé, anticipé, pressé, intimidé, taclé. Avec d'autres joueurs, ça marchait. Avec Messi, non. Même le toucher était dangereux. Quand tu le touchais, tu le réveillais. Et le réveiller était la pire chose qui pouvait arriver. Messi ne faisait pas de gestes inutiles. Il ne cherchait pas à humilier. Il ne provoquait pas. Il ne criait pas. Une touche, un changement de rythme, et c'était fini. Il trouvait toujours l'espace exact.
Il passait toujours. Et il le faisait en silence, sans rien dire, sans se plaindre, juste en jouant. C'est là qu'apparaît le contraste qui a défini toute une époque. Cristiano imposait sa présence. Messi imposait l'incertitude. Cristiano attaquait tout le temps. Messi choisissait quand attaquer. Cristiano était une intensité permanente. Messi était une pause létale. Pour Roberto Carlos, vivre aux côtés de cette rivalité n'avait rien d'abstrait. On la ressentait pendant la semaine, dans le vestiaire, dans le corps. Il raconte que, les jours précédant les Classicos, l'atmosphère était différente. Les conversations étaient plus courtes. Les regards durèrent plus longtemps. On savait que ce n'était pas un match comme les autres, se souvient-il. On savait que Messi était de l'autre côté. Il y avait des nuits où il repassait mentalement les mouvements de Messi, non par peur mais par responsabilité. Je savais que si je faisais une seule erreur, c'était un but. Messi n'avait pas besoin de volume, il n'avait pas besoin de continuité. Il lui fallait une seconde, un espace minimal, un mauvais angle de corps. Cela créait une tension particulière chez les défenseurs. Ce n'était pas la peur du choc physique. C'était la sensation de ne pas contrôler le match, même en faisant tout correctement. Tu pouvais le marquer parfaitement pendant 25 minutes, et sur une action, il te battait quand même. Avec Cristiano, la sensation était différente. Cristiano exigeait tout de toi, tout le temps. Il ne te laissait pas te reposer, il te poussait, il t'obligeait à rester concentré pendant 90 minutes. C'était une guerre physique et mentale permanente. Et pourtant, il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Cristiano ne se cachait jamais. Tu savais qu'il allait y aller. Tu savais qu'il allait chercher le but. Tu savais qu'il n'allait pas disparaître. Messi, en revanche, pouvait disparaître. Et c'était ça le pire. Roberto Carlos se souvient des vestiaires après les Classicos, de longs silences, des jambes lourdes, des esprits épuisés. On ne parlait pas beaucoup, dit-il. On était vraiment fatigué. Pas seulement de courir, mais de penser. Avec le temps, il a commencé à comprendre que cette fatigue n'était pas anodine. Aujourd'hui, je sais que j'étais fatigué parce que je jouais contre quelque chose d'irrépétable. Dans le vestiaire du Real Madrid, les chiffres de Messi étaient mal et suivis presque comme une obsession silencieuse. Messi marquait 80, 90 buts en une année. Personne ne fait ça. Et pourtant, Cristiano répondait. L'année suivante, il en marquait 60. C'était l'un qui poussait l'autre sans parler, sans se croiser, sans se regarder. La rivalité n'était pas du marketing. On la ressentait, on la respirait. À chaque classico, à chaque semaine qui le précédait, à chaque discussion tactique. Tu savais que tu allais jouer contre Messi, et la tension commençait avant même d'entrer sur le terrain. Il y avait des matchs où Messi disparaissait pendant 20 minutes. Il marchait, il observait, et soudain, avec un seul ballon, il changeait tout. On aurait dit qu'il écoutait une autre fréquence. Pour un défenseur, c'est un cauchemar. Cristiano, à l'inverse, t'attaquait constamment. Il te poussait, il t'usait. Tu savais qu'il allait attaquer. Et malgré tout, tu n'arrivais pas à l'arrêter. Avec les années, Roberto Carlos a compris qu'il vivait quelque chose qui ne se répéterait pas. Sur le moment, tu ne le comprends pas totalement. Tu es concentré sur la victoire. Plus tard, en regardant en arrière, tu réalises que c'était unique. Quand on lui demande qui était le meilleur, il ne répond pas comme un supporter. Il répond comme quelqu'un qui était là. Cristiano est une machine parfaite. Il travaille tout, il entraîne tout. Mais quand il parle de Messi, sa voix baisse. Messi est impossible à lire. Voilà la différence finale. Cristiano te pousse à ton maximum. Messi te retire le contrôle. J'ai joué contre beaucoup de monstres, dit Roberto Carlos. Mais très peu m'ont fait sentir que j'étais toujours un pas en retard. Messi en faisait partie. Ce témoignage pèse plus que n'importe quelle statistique. Parce qu'il ne vient pas des tribunes. Il vient du corps, des jambes fatiguées, de l'erreur inévitable, du génie en face de toi. Roberto Carlos était une légende, mais même les légendes savent reconnaître quand elles font face à quelque chose qui échappe à toute logique. Cristiano Ronaldo était l'obsession transformée en routine, Lionel Messi, l'impossible vêtu de simplicité. Et Roberto Carlos était là, au milieu, voyant tout, vivant tout. Cela ne peut pas être raconté par n'importe quel supporter, seulement par quelqu'un qui était sur le terrain quand le football a atteint son point le plus élevé.